Ben, je m'attaque à une problématique bien en amont, parce qu'en fait, Scrum et Agile, en fait, ça nous aide à développer les bons produits, alors que moi, ce que je vais essayer de faire, c'est en fait, d'attaquer la problématique qui est en amont. Est-ce que mon idée de produit est la bonne? Voilà. Ce qui est tout à fait, totalement différent, hein. Ça n'a rien à voir. On peut développer un très mauvais produit tout en étant agile et Scrum. Donc on va essayer un peu de démystifier un petit peu tout cela via cette présentation. Donc en fait, vous pouvez suivre le prototyping sur Twitter. Il y a toute une communauté qui tweet sur ça. En fait, on s'échange des cas, des pratiques, des gens qui ont implémenté des prototypes dans leurs entreprises. Voilà, donc je me présente, je m'appelle El Alami, je suis consultant chez Valtech, c'est pour ça que vous voyez ici un petit... Donc tout ce que vous trouvez à votre droite, c'est les entreprises, c'est les startups chez qui j'ai travaillé avant que je rejoigne Valtech. Et ce qui se trouve sur votre droite, effectivement, sur votre gauche, c'est les startups chez qui j'ai travaillé, et à droite, sont en fait des entreprises que j'ai en fait démené des conseils sur différentes problématiques. En fait, je me suis rendu compte que en fait, j'ai travaillé beaucoup dans mon ancienne expérience sur des produits. J'ai travaillé des week-ends. Quelquefois, en fait, il y a certaines périodes où j'ai travaillé presque 2 années sans prendre de congé. Des week-ends, des nuits, etc. Et quand on a déployé ou quand on a fini le produit, en fait, on n'arrivait pas à le vendre. Et donc, je me suis un peu, il y a quelques années, en fait, je me suis posé la question je me suis posé la question de dire, je crois qu'il y a une étape qu'on a un peu loupée, et j'ai essayé un peu de regarder ce qui se passe à l'extérieur, et c'est à ce moment-là en fait que j'ai trouvé ces 3 mentors qui m'ont permis un petit peu de creuser un petit peu, d'échanger avec eux. Donc le premier, c'est Alberto Savoia, avec qui je discute pas mal. En fait, c'est un ex-directeur d'engineering chez Google. Aujourd'hui, il travaille sur son compte, sur plusieurs produits. Il lance plusieurs prototypes. Jeremy Clark aussi, et Patrick Copeland, qui est toujours chez Google. En fait, on va entamer, en fait, vous allez entendre des choses un peu, vraiment pas très décourageantes, en fait. En fait, c'est des chiffres qui montrent en fait le taux d'échec des produits. Tout confondu, hein, des restaurants, des livres, des services à la personne, en fait, tout ce que vous voulez. En fait, ce que je voulais dire ici, ça c'est la dernière statistique qui est sortie il y a pas mal, hein, en fait, sur 2013, il y a presque de 73 000 entreprises qui étaient en défaillance. Ce que je voulais dire par ces chiffres, en fait, c'est des chiffres qui ont été menés depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui, et qui montrent, en fait, qu'il y a un taux d'échec qui est constant. Il est entre 70 et 80. Ça veut dire que vous avez une probabilité de 70 à 80% que votre produit, ce que vous êtes en train de développer, va échouer. Ça, c'est une loi qui est universelle. C'est une loi qui est universelle et qui n'est pas... En fait, moi, je ne connais pas un passe-droit à cette loi. Il n'y a pas une garantie aussi, il n'y a pas une assurance que vous pouvez acheter pour se prémunir de ce taux d'échec. En fait, c'est une loi qui s'applique à tout le monde. À moi, à Google, à Twitter, à Spotify, à EADS, à la Terre entière, en fait. C'est une loi, en fait, c'est des chiffres. En fait, c'est un taux d'échec qui est constant. Hein. Vous regardez aux États-Unis, il y a énormément de statistiques sur le taux de défaillance. En France, on communique très peu sur l'échec. On considère l'échec comme c'est un tabou. Aux États-Unis, vous avez beaucoup de statistiques sur le taux d'échec. En fait, ça arrive même aux meilleurs. Ça n'arrive pas que, en fait, vous allez voir, même Apple s'est trompé en lançant Ping. Google aussi s'est trompé. Donc ils ont cramé énormément d'argent sur Wave, Google Wave.
Lego, l'entreprise modèle qui a développé le premier... En fait, ils ont surfé sur la vague des jeux multiplayer massifs. Et donc, ils ont lancé le Lego Universe. Peut-être ils avaient les meilleurs développeurs aux États-Unis. Ils ont dépensé presque 50 millions de dollars. Et ils ont fermé en fait le site. Parce que ce n'était pas la bonne idée, tout simplement. Et c'est pareil pour Google Wave, ce n'était pas la bonne idée. Et Ping aussi. En fait, ça arrive au même meilleur. En fait, c'est pas parce que vous appelez Google que vous allez dire « moi, mon taux d'échec, il est de 10%. » Non, non, non. La probabilité, il est toujours la même. En fait, du coup, il y a cette loi qui est universelle, qui dit, en fait, la première, ce que j'ai écrit en noir, peut-être que vous le savez déjà, mais ce qui est en rouge, c'est ça ce qui est un peu... C'est pas parce que vous allez polir, vous allez pousser à la perfection votre produit, que vous allez augmenter vos chances de réussite. Ça n'a rien à voir. La qualité de l'exécution n'a rien à voir avec la garantie du succès. Ce sont deux choses qui n'ont rien à voir. Si vous partez sur une mauvaise idée, même si vous l'exécutez dans les règles de l'art, ben vous avez toujours 90%, entre 60 et 90% de probabilité que vous allez échouer. En fait, ce n'est pas parce que vous allez pousser à la perfection votre produit que vous allez... En fait, c'est une loi qui est universelle. Donc vous allez me dire, ouais, mais donc, ok, très bien, donc cette loi, on fait quoi? Ben, en fait, c'est comme à peu près Lady Gaga manipule les paparazzi. En fait, il faut essayer de manipuler l'échec. En fait, il faut lui donner à manger de temps en temps et petit à petit pivoter, persévérer et tester, expérimenter beaucoup de choses. Et le prototyping, on va essayer de voir concrètement qu'est-ce que ça veut dire. Ok, en fait, le prototyping, en fait, c'est tout simplement, en fait, ils attaquent une idée vraiment très en amont qui est comment je peux m'assurer que je suis en train de développer le bon produit avant d'investir, avant de le développer bien, avant de recruter massivement, de déployer des infrastructures, de dépenser énormément d'argent, de travailler le week-end, pendant les vacances aussi. La question qui se pose, comment en fait je peux savoir que mon idée est la bonne? En fait, il ne faut pas se demander cette question. Donc je vais un peu introduire quelques jargons des prototyping. En fait, ce qu'on appelle ça, en fait, c'est le royaume des opinions. Ça, c'est très révélateur. Hein. Vous demandez à votre entreprise, à votre entourage, si on reste dans le domaine d'entreprise, vous allez demander à votre entourage des idées sur l'évolution de produits. Vous allez voir, vous allez recevoir énormément d'opinions. Vous allez voir, ah oui, mais si on rajoute ça, je suis sûr et certain, moi j'ai une très bonne idée, vous pouvez rajouter ça, vous pouvez rajouter ça. En fait, tout le monde en fait, a une friandise extrêmement habituée, naturelle, d'apporter des évolutions, d'opinions, de donner des avis sur le produit. Et souvent, en fait, on tombe dans ce piège. Du coup, en fait, on remplit le produit avec des fonctionnalités diverses et variées. Et donc, on appelle ça, en fait, cet royaume-là, c'est le royaume des opinions. Vous avez un produit, vous avez pensé à un projet. Et vous dites, c'est un super projet, je vais me mettre à mon compte. Je vais créer je sais pas, une start-up ou un service innovant. Ben, les gens, traditionnellement, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une étude marketing. Wow. Ils discutent autour d'eux. Donc, tu as les gens qui les aiment et vont le dire, ouais, c'est une super idée. Ou bien les gens qui sont un peu sceptiques, ils disent, mais ton idée, elle est nulle. Et en fait, tant qu'on reste dans ce royaume des opinions, en fait, on ne reçoit que des hallucinations, des incertitudes, des opinions, des questions, mais rien de tangible. Absolument. Même une étude de marketing, il n'y a rien de tangible. Ça, c'est une étude d'opinion. En fait, pourquoi on parle de royaume des opinions? En fait, chaque idée peut être gagnante dans ce royaume des opinions. Je vais vous donner juste quelques exemples, hein. Je vais aller très vite sur ces exemples, mais je vous invite énormément à regarder Webvan.
Web1, normalement, il est censé avoir le même succès que Amazon. Ils s'étaient lancés au même moment, faisant de livres. Par contre, ce qu'a fait Amazon jusqu'à aujourd'hui, en fait, ils ont voulu le faire d'une manière accélérée en quelques mois. Donc ils se sont diversifiés très tôt. Ils ont même acheté leur propre camion frigorifique pour faire, en fait, en gros, Webvan, c'est un service c'est un supermarché en ligne. En 99. En 1999, Webvan, cette start-up, je vous vraiment invite à regarder, en fait, étudier. Si vous voulez faire de l'innovation, étudiez plutôt les échecs que les succès. Et ça, c'est un exemple qui est flagrant. Webvan. Pareil, Segway. Vous vous rappelez quand il est lancé Segway, on voyait la pub partout, etc. Bah, dites-moi quand est-ce que la dernière fois vous avez vu Segway. Moi, ils ont dépensé énormément d'argent, parce qu'en fait, on croyait que c'était la bonne idée, et du coup, ils ont en fait investi énormément d'argent pour lancer le Segway. En fait, ils se sont rendus compte que, en fait, j'ai lu pas récemment, en fait, il disait, en fait, le fait de monter sur ce train, ça ridiculise une personne. C'est un truc, c'est un facteur psychologique. Peut-être, mais c'est pas la bonne idée pour aujourd'hui. Peut-être qu'une bonne idée, mais dans des décennies plus tard. Mais en tout cas, pas aujourd'hui. Et la preuve, en fait, moi je croyais qu'en fait, il va remplacer les vélos, il va remplacer les... Ben non, il va remplacer rien du tout. En fait, on appelle ça les faux positifs. Voilà, on croit, mais... Et de l'autre côté, en fait, au royaume des opinions, chaque idée peut être perdante. Voilà, regardez le lancement de Twitter. Il était lancé dans l'apogée des SMS. Et les MySpace et compagnie. Donc Twitter, regardez si vous êtes vraiment vous êtes un capital risqueur. Ok, et il y a quelqu'un, le gars de Twitter, venez vous voir, ils lui disent « Ah, j'ai une idée révolutionnaire. » Ok, super, raconte-moi votre idée. Et il va vous dire ah, « J'ai implémenté un protocole pour communiquer en 140 caractères. » Et bien sûr, moi s'il est venu me voir, il me dit « Mais je ne te donnerai jamais de l'argent, même si c'est du gratuit, ça ne marchera pas votre idée. » Mais par contre, c'est là où on fait la distinction en fait, entre quelqu'un qui dit ok, très bien, moi j'ai pas besoin de ton opinion, moi je vais essayer de le mettre en place, ça va me coûter absolument rien, en un week-end je le développe d'une manière extrêmement rapide et je vais voir le feedback d'utilisateur. En fait, tout souvent, moi je dis c'est bien de réduire le time to market. En fait, on peut réduire le time to market, mais ils sont plantés d'une manière extrêmement violente en réduisant les time to market. Ce qu'il faut réduire, c'est le time to feedback. Voilà, il y a un feedback et je récupère le feedback. C'est plus important que le time to market, parce qu'on peut réduire le time to market et se planter d'une manière extrêmement flagrante. Pareil, Airbnb, je vous invite à étudier. Il y a plein d'articles, il y a quelqu'un, même un capital risque, Paul Graham, qui a publié ses échanges avec les gars de Airbnb, qui a publié en fait des emails où quand ils lui ont proposé de faire appel à son levée de fonds. C'est très important. Airbnb, on peut en discuter un peu plus tard. En fait, on appelle ça les fonds négatifs. Donc, heureusement que ces gens-là, en fait, ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas resté beaucoup au royaume des opinions. En fait, il faut sortir du royaume des opinions rapidement, absolument rapidement, en transformant les opinions en données, des questions en actions et des idées en prototypes. Voilà, c'est ça en fait, je résume un petit peu le prototype, c'est ça. On va voir d'une manière extrêmement concrète qu'est-ce que cela veut dire. En fait, qu'est-ce que ça veut dire le prototyping? C'est pas quelque chose c'est pas un prototype, c'est pas quelque chose pour le design. Le mieux, c'est de vous expliquer ça à travers deux exemples. Le premier exemple, c'est un projet de speech-to-text d'IBM dans l'ère avant Internet. Ils étaient très, très forts.
Et elle développait en fait les gros calculateurs et les machines à écrire. Et il y a quelqu'un qui a d'initier l'opportunité de dire, ouais, ben, si on développait des années 80, développer un outil de speech to text. Sur le papier, ça ne devrait qu'être un succès, parce qu'il n'y a personne qui a fait ça. Eux, ils font les calculateurs, les gros calculateurs et les machines à écrire, donc il n'y a que eux qui peuvent le faire. Sur le papier, sur le business plan, si on veut vraiment faire un business plan dans les règles de l'art, il peut être qu'un succès. Mais à l'époque, il n'y avait pas encore la reconnaissance vocale comme aujourd'hui, etc. Donc c'était compliqué même de faire un espèce de prototype. Donc ce qu'ils ont fait, ils ont dit, bah, ok, très bien, on va parler à nos clients. Et tous les clients étaient extrêmement enthousiastes. Super idée, votre idée. C'est super, si vous le développez, nous, on est preneurs. Il y a une équipe de chez IBM, elle a dit, bah, on va un peu temporiser et on va inviter ces clients venir dans nos labos tester le produit, tout simplement. Et bon, c'est ce qu'ils ont fait. En fait, ils ont invité les gens, les clients. Parce qu'avant, moi je ne savais pas, en fait, avant, les gens, en fait, c'est très peu de gens en fait, savaient écrire. Du coup, les programmeurs et le secrétaire. Mais très peu de gens, en fait, savaient écrire, en fait. Il y a les dactylos, les gens qui font de la sténographie, etc. En fait, c'est eux qui écrivaient. Les patrons des années 70, en fait, c'est pas eux qui écrivaient. Donc, c'était une opportunité pour eux pour réduire les coûts, etc. Donc, ce qu'ils ont dit, bah, en fait, il n'y avait pas de... En fait, ils n'ont rien implémenté. Ce qu'ils ont mis, c'est juste qu'ils ont mis dans l'autre chambre, salle, une vraie professionnelle qui entend tout ce qu'il dit le prospect pendant la phase de test et transcrit d'une manière extrêmement tangible, sans faute d'orthographe bien sûr, en temps réel. Donc la personne, elle ne peut être que éblouie. En fait, c'est ça ce qu'ils ont fait. Et en fait, ils se sont rendus compte que bah, les gens s'arrêtent au bout de quelques minutes. En fait, c'est comme si en fait, ça les gonfle un petit peu de parler tout le temps. Et en fait, ils s'arrêtent. Et ils ont dit à IBM, oui, super votre idée, mais moi je ne me vois pas toute la journée en train de crier. Il y a même des trucs un peu confidentiels. Même tout seul, je ne dis pas, je ne vais pas dire, allez, on licencie tout le monde, je sais pas, on attaque l'Afghanistan, etc. Donc il y a plein de choses que les gens... Des trucs un peu structurels qu'ils ont identifiés, qu'ils ont mis en lumière, les contraintes et les limites de cette... Bah, heureusement qu'ils n'ont rien développé. Parce qu'en fait, les gens, ils ont dit, pas maintenant. Même si vous développez, en fait, ce n'est pas quelque chose qui nous intéresse pour le moment. Regardez, aujourd'hui, on continue toujours à clavier. Le clavier reste imbattable. Peut-être dans d'autres métiers de niche, peut-être là, effectivement, le speech to text a un sens. Mais pour le grand public, le clavier, même en 2014, il reste toujours le bon produit. Et le speech to text, ben, il est toujours le mauvais produit pour l'utilisation de masse. En fait, le prototyping s'attaque à une espèce de sentiment qu'on a, c'est quand on s'attache à un produit, à un projet. Et en fait, vous avez ici, en fait, j'ai dessiné en fait, la compulsion à continuer à tout prix et avec les années. Et c'est un truc extrêmement pervers. En fait, vous avez une note exponentielle. Puis vous passez beaucoup de temps sur un produit, même s'il est extrêmement mauvais, bon, vous créez en fait une espèce d'amitié avec votre vous vous trouvez en fait emprisonné, vous dites non, je suis sûr et certain qu'il va marcher. C'est pas parce que vous avez passé beaucoup de temps sur ce produit qu'il va marcher, non, absolument pas. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça, en fait, ça ressemble un petit peu au syndrome d'arrêt de bus. Vous sortez du matin de votre bureau, vous avez extrêmement beaucoup de possibilités de rentrer chez vous. Et vous décidez de prendre un bus. 5 minutes, il n'est toujours pas là, 10 minutes, il n'est toujours pas là. En fait, plus vous passez du temps, et plus vous croyez qu'il va arriver. Alors que au début, si vous avez dit, ok, très bien, 5 minutes, il n'est pas là, je prends une autre alternative, je prends le métro, etc., là, vous serez plus
emprisonné de votre propre décision, qui est un peu... Et donc vous allez attendre jusqu'à, je ne sais pas combien, 30 minutes, 50 minutes, en train d'attendre votre bus. En fait, c'est exactement ça, ce qui se passe dans les projets. Moi j'ai vu des entreprises, hein, ils voient bien que le produit, il est mauvais. Il n'y a aucun avenir, il n'y a aucun client. Et ils continuent à le développer. Et après, ils le mettent dans une étagère. Voilà. En fait, pourquoi il faut absolument faire du prototyping? En fait, le prototyping, c'est parce que, en fait, dans une organisation sans prototyping, en fait, vous avez les idées testées, vous avez très peu d'idées testées, parce que ça vous coûte cher. Même un prototype pour IBM, ça leur coûte extrêmement cher, moi-même prototype. Et du coup, en fait, comme je vais appliquer la loi de l'échec, en fait, vous allez vous retrouver avec très peu de succès. Et en fait, si vous faites de prototyping, vous testez beaucoup d'idées, il y a toujours, vous avez des échecs lents, presque. Mais vous avez énormément d'échecs rapides, mais en fin de compte, vous allez vous trouver avec un taux de succès important. Ce qu'on voit en fait qui sort de chez Google, on voit que Gmail, on voit que Google News, on voit que Google Drive, mais il y a énormément, ils ont un cimetière important d'idées qu'ils ont testées et qu'ils ont laissées pour, à un moment donné, parmi cette cimetière d'idées, il y a un Google Drive qui sort, il y a un Gmail qui sort, et nous, en fait, on ne voit pas en fait ça. Et ça, moi, je milite qu'on étudie aussi les échecs, pourquoi en fait j'avais mon fils qui me disait ouais mais comment le Lavoisier a trouvé cette loi, etc. Moi je lui dis il a expérimenté beaucoup de choses, il s'est trompé plusieurs fois. En fait on n'étudie pas ça, en fait on passe pas ces infos, on n'étudie pas aux enfants, on croit en fait voilà il a fait comme ça, voilà. Edison en fait il a trouvé comme ça en fait comme ça. Leonardo da Vinci, en fait, il a dessiné comme ça, en fait. Mais il a fait énormément de croquis pour qu'il arrive à ce résultat-là. Et en fait, on n'a pas cette culture-là. Hein. On croit qu'en fait, d'un seul coup, en fait, voilà. Et on essaye de se blinder sur un mauvais produit pour à la fin se trouver, en fait, ouais, c'est un mauvais produit, alors qu'il faut absolument tolérer l'échec, tout simplement. Tolérer l'échec. Par contre, c'est pour ça que là, je tolère l'échec, mais pas n'importe quel prix. Pas n'importe quel prix. Moi, je tolère l'échec, mais il faut que ce soit extrêmement pas cher du tout. Il faut que ce soit extrêmement rapide. Le deuxième exemple, en fait, c'est de Palm Pilot. Vous avez Stephen Hawking qui voulait, en fait, qu'il avait une idée sur le Palm Pilot. En fait, il avait une idée sur le produit. Mais en fait, juste comme ça. Et en fait, il s'est dit, avant que je me lance, parce qu'en fait, il s'est gravement ruiné sur son expérience précédente, il se dit, je ne vais pas répéter l'erreur. Et donc, ce qu'il a fait, en fait, il est descendu dans son garage, donc il a dessiné un morceau de bois avec l'interface de pilote, de Palm Pilot que vous avez connu. Et en fait, il s'est trimballé comme ça dans toutes les conférences avec un morceau de bois. Donc toutes les conférences, et si quelqu'un lui dit, allez, on prend rendez-vous, etc., il sort son morceau de bois, il fait semblant que... En fait, il voulait valider. Effectivement, c'est de la taille d'une chemise US, quoi. Mais en fait, l'idée, c'est ça. En fait, il prenait tout... En fait, il voulait valider cette expérience-là. C'est l'usage. En fait, il a passé pendant quelques semaines comme ça. Et après, il se dit, là, je crois que c'est la bonne. Il manquait des boutons, etc. Mais sur vraiment du bois et du papier. En fait, là, pour juste vous clarifier les choses, en fait, vous avez le prototyping et le prototyping. En fait, il y a une grande différence entre les investissements. Sur le prototyping, on parle des heures et des jours, pas plus. Et il répond à une question, est-ce que les utilisateurs vont l'utiliser comme prévu? Et très important, est-ce que les utilisateurs vont continuer à l'utiliser? C'est très important. Si vous voulez du récurrent, il faut vous assurer qu'il n'y a pas que les curieux qui se sont intéressés à votre produit, mais par contre, par une communauté qui continue à utiliser votre produit. Un livre, vous n'avez pas besoin de récurrence. Un livre, les gens n'achètent pas plusieurs fois le même livre. Par contre, une application mobile,
bah, vous avez intérêt à étudier l'usage récurrent. On va voir un peu plus tard comment. Et donc, alors que le prototyping, c'est par semaine, mois, et en fait, il étudie la faisabilité. Est-ce qu'on est capable de le faire? Est-ce qu'on a les outils, là. Et on voit bien, en fait, le prototyping, c'est une phase même amont au prototype. Ça, c'est une définition un peu académique. C'est très important ici, c'est valider l'attrait initial et l'usage réel. On ne fait pas des maquettes. Ce n'est pas des maquettes qu'on fait. On valide l'usage réel. IBM, il a validé l'usage réel. Il n'a pas juste comme ça donné quel est votre avis sur cette application à partir de PowerPoint qu'ils ont fait. Non, non, ils ont validé l'usage réel. Sur les fonctionnalités cœur, sur les fonctionnalités vitales du produit. Ça, c'est très important. Si vous ne connaissez pas les fonctionnalités vitales de votre produit, ça veut dire en fait que vous ne connaissez pas en fait, votre produit, tout simplement. En fait, vous voulez faire un couteau suisse, mais il y a plein de couteaux suisses sur le marché, et les gens vont juste se perdre avec votre couteau suisse. Par contre, vous dites, voilà, mon produit, la valeur ajoutée de mon produit, c'est ici, faites un prototype sur cette fonctionnalité cœur que vous voulez délivrer à vos clients. Là, on va aborder quelques techniques. Il faut qu'on aborde des techniques. En fait, le premier technique, en fait, le turc mécanique. Le turc mécanique, c'est une expérience, ça existe, hein, c'est pas une légende. C'est un vrai, c'est un cheese master qui, en fait, c'est un automate qui a été développé par un ingénieur hongrois et qui a fait berner, en fait, la terre entière à l'époque. Napoléon, il a joué 2 fois contre. En fait, il croyait qu'il jouait contre un robot. En fait, il a perdu 2 fois contre cet automate. En fait, cette technique permet de se substituer. C'est exactement ce qu'a fait IBM. C'est un prototype de type turc mécanique. Quand vous avez un processus qui nécessite une modélisation extrêmement complexe ou des interactions extrêmement complexes, vous substituez à ces interactions. Je vous donne un exemple, c'est Polyvore. Polyvore, c'est un site web c'est pas de e-commerce en fait, il agrège des articles de beauté, des fringues, de déco, etc. Et il laisse les utilisateurs font des looks. Voilà. Et après, les gens votent sur les looks. Voilà, c'est un site aux États-Unis. Et en fait, ils voulaient lancer le e-commerce. Donc, ils ont lancé les collections. En fait, c'est vraiment c'est des produits que eux ils ont fait eux-mêmes. Donc, il n'y a pas de dynamisme il n'y a rien de dynamique dans le site ce qu'ils ont fait. C'est vraiment très statique. Avec les partenaires, ils ont implémenté juste sur une partie de catalogue des partenaires, issus de Amazon, issus de différents sites marchands. Et c'est eux qui font la livraison. En fait, vous croyez passer par Polyvore, mais derrière, en fait, eux achètent chez les autres fournisseurs et reçoivent les marchandises, ils la repackagent et vous renvoient. En fait, d'un point de vue utilisateur, en fait, lui, il ne voit pas en fait ça. Parce qu'en fait, il voulait d'abord s'assurer est-ce que ça vaut le coup de se lancer dans le e-commerce ou pas. Parce que eux, leur idée principale, la valeur idée principale, c'était juste de faire en fait que les gens collaborent autour du look, créer des looks à partir des différents articles trouvés à droite et à gauche, et que les gens font des likes, partagent ces looks sur les réseaux sociaux. La technique numéro 10, c'est le Pinocchio. En fait, si vous voulez valider, ça en fait c'est les designers d'intérieur, les designers d'art, ils savent, c'est cette technique en fait qui est très utilisée. C'est juste nous en fait, dans le monde IT, en fait, on croit qu'il faut absolument faire du bon dès le premier coup. Vous voulez tester en fait la taille, un problème de taille, de matière, de dimension, de couleur, etc. C'est la technique à appliquer de Pinocchio. Vous avez aussi la fausse porte. Vous avez une technique de fausse porte. Je ne dis pas, c'est pas une arnaque. C'est pas un truc que dire ouais, nous on a ça, mais derrière il n'y a rien. Il ne faut pas qu'il y ait une surprise, une mauvaise surprise derrière la fausse porte. Je donne l'exemple de prototype. Alberto Savoia, il a dit voilà, j'ai écrit un livre, donc voilà, il va vous coûter 20 $. Et il a mis ça sur le web et les gens cliquent, etc.
Mais derrière, en fait, il n'a pas écrit aucun livre. Il a un livre, mais en version PDF, qu'il a écrit lui-même, mais en fait, il n'y a pas de livre. Il n'y a pas de livre. Et du coup, en fait, les gens ils disent, est-ce que les gens vont cliquer sur ce lien-là? Parce qu'une fois que tu as cliqué, en fait, ici, il dit, voilà, si vous voulez suivre le prototyping, vous voulez vous inscrire, etc. Mais il ne demande pas d'argent. Mais il a fait ça juste pour voir, est-ce que ça vaut le coup d'écrire un livre, de dépenser de l'argent sur un livre ou pas? La deuxième, ça c'est très récent, vous avez Oculus, c'est tangible, il vous propose une version en précommande. Regardez, vous n'avez jamais utilisé ce produit. Jamais. Donc vous n'avez pas testé, vous n'avez jamais testé. Et il vous propose de le pré-ordre à 350 $. Ça, c'est vraiment une fausse porte. Et il vous dit, attention, c'est une version de développement. Il n'y a pas de support, il n'y a rien du tout. Achetez ou ce que vous voulez. Mais il a été même racheté par Facebook. Ils ont même les moyens de développer même un vrai produit. Mais ils ne veulent pas. Ils disent, voilà, nous, on va faire la précommande et on verra bien ce que ça va donner. Vous avez aussi, ça c'est Alberto Savoia, en fait, qui a fait ça, c'est After I Go. After I Go, en fait, c'est un service de comment je gère le jour où je pars de l'au-delà. Why not? En fait, c'est ça. En fait, il a dans une vidéo, en fait, il explique en fait le mécanisme, qu'est-ce que le service, ce qu'il propose, et en fait, les gens, quand les gens essayent, il les invite à découvrir plus de détails ici. Alors qu'en fait, il n'a pas implémenté réellement le site, mais il a décrit dans une vidéo comment en fait le service qu'il veut fournir. Vous avez le minimum viable product, ça c'est les gens qui font un peu de lean startup le savent. À un moment donné, vous avez besoin de sortir un peu d'argent et développer un petit peu, parce que vous ne pouvez pas prétendre. Donc à un moment donné, du coup, le lean startup peut vous aider à structurer quel est le strict minimum, le MVP que je vais vraiment déployer sur une semaine et pivoter ou persévérer autour de ce minimum viable product. Vous avez la technique de provincial. En fait, le provincial, en fait, c'est une technique qui, quand vous avez une application, souvent, en fait, les marketing disent ah ouais, mais je veux que ce soit en multilingue. Ouais, super. En fait, la technique de provincial, il vous dit on démarre modestement, on démarre avec une langue d'abord, et après on verra sur les autres. Regardez, Facebook, il a été traduit juste récemment, il a été traduit. Il a même été traduit par les utilisateurs, pas par Facebook. Ils ont même l'argent de le faire, mais ils ne veulent pas. C'est le crowd qui va traduire, mais ils ne veulent pas. Vous avez en fait la technique de provincial se applique aussi sur les. Vous avez toujours développé un produit, ils vous disent ouais, il faut qu'il supporte tous les navigateurs, tous les devices qui se trouvent sur la Terre. Le prototyping vous dit on va commencer d'une manière modeste, on va choisir par rapport, vous ciblez qui? Une population, vous regardez la part de marché d'iPhone ou je sais pas, de Safari sur votre parc, et vous développez, vous supportez un seul, pas plus, tout simplement. Parce que si c'est un mauvais produit pour Safari, il va être mauvais produit pour Chrome, pour les autres. Donc ça ne sert à rien d'investir énormément d'argent pour supporter tous les devices de la Terre entière, alors que vous avez un vrai mauvais produit. Vous avez la même chose pour, si vous gérez des données géolocalisées. Le prototyping vous dit de démarrer sur une région. Vous voulez, je sais pas, une application qui recense les restos qui proposent des menus qui ne contiennent pas du gluten, par exemple. Pourquoi pas? C'est une bonne application. Le prototyping vous dit démarrez par votre quartier d'abord, et petit à petit, en fait, essayez d'agrandir à Paris, Île-de-France, la France, la Terre entière, mais pas d'un seul coup, en fait. Et ça, c'est souvent ça, c'est très pas... Vous avez en fait plein de projets qui démarrent de manière extrêmement globale. Il n'y a aucun produit. Montrez-moi un seul produit aujourd'hui qui un peu cartonne. Airbnb, il a commencé avec une petite ville. Pareil, Facebook.
Google, ils testent toujours leurs produits en Nouvelle-Zélande, tout le temps. Une nouvelle fonctionnalité, ils la testent toujours en Nouvelle-Zélande. Tout le temps. D'abord, ils testent sur la Nouvelle-Zélande et après, ils le propagent en fonction des retours qu'ils ont depuis la Nouvelle-Zélande. Et vous avez Impersonator. En fait, Impersonator, en fait, vous avez un produit que vous voulez, en fait, c'est un analogue. Ça, je vous donne, en fait, c'est une bière pour chat. Ou vous voulez lancer de l'eau pour chien. Minéral. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En fait, le prototyping vous dit, bah, prenez une eau. Bah, si moi, j'étais Evian, en fait, bah, je prends un eau normal et je mets des étiquettes et je change humain par animal. Et c'est le même discours, c'est le bienfait, c'est l'apport de calcium, etc. Et posez ça dans un supermarché, c'est tout. Et regardez si les gens vont l'utiliser ou pas, vont l'acheter ou pas. S'il n'y a personne qui a pris aucune bouteille, donc ça veut dire que vous avez, c'est pas une mauvaise, c'est un mauvais produit. Faites autre chose, expérimentez. Vous trouverez sur le web quelqu'un qui a développé en fait, c'est un cabinet du design qui a développé en fait un porte-clés qui s'éclipse et en même temps c'est un porte-clés où vous mettez en fait les courriers. Bah, pour le tester, vous voulez tracer un truc extraordinaire. Bah, il a mis le t-shirt d'IKEA. Il est allé un dimanche à IKEA. Il a passé toute la journée à IKEA et en fait il les a collés partout. Et il a regardé si les gens achètent ce produit. Et effectivement, il y avait énormément de demandes. Mais c'est quoi ce produit? Il y a même quelqu'un qui a essayé de passer à la caisse. Et la caissière, il lui dit non, c'est pas un produit Ikea. Et lui, il observait, il filmait tout. Et il disait à la fin, oui, j'ai validé que j'ai un bon produit, voilà, grâce à Ikea. Gratuit, hein, ça n'a pas coûté cher. En fait, le prototyping, c'est quand même de la rigueur. Hein. En fait, il y a deux métriques principales. Il y a un troisième, on n'a pas le temps de le discuter. C'est le niveau d'intérêt initial. C'est très important. Vous avez un échantillon, il faut absolument évaluer l'intérêt initial. Et si, dans votre application, dans votre produit, vous voulez absolument mesurer de récurrent, bah, en fait, il faut absolument suivre le récurrent. Si vous voyez qu'en fait, ce métrique, il descend, ça veut dire qu'en fait, votre idée, elle n'est pas la bonne, tout simplement. À un moment donné, en fait, vous allez vous retrouver avec 0 utilisateur, tout simplement. Par contre, si vous voyez en fait qu'au moins il stagne, ça veut dire que vous avez un bon produit. Au moins, si vous avez le bon produit. Alors, on va étudier un cas concret. Donc, je suis Bob, je suis nutritionniste. Voilà, je travaille dans un cabinet à Los Angeles. Et j'ai une idée géniale pour développer une application mobile qui analyse une photo prise d'un repas. Voilà, vous prenez une photo, voilà, et donne une note. Saine, c'est vraiment de la fast-food, c'est pas terrible. Et voilà, on va appeler cette application, c'est Noter mon plat. Vous avez déjà entendu parler de prototyping, qu'est-ce que vous allez proposer à Bob? Participation. C'est quoi la première étape? Allez-y, lancez. Oui. Excusez-moi, vous pouvez me rappeler? Oui, allez-y. Mm-hmm. Tout à fait. Vous êtes un maître prototyper, alors. En fait, mais il y a une étape que vous avez oubliée. Qu'est-ce qu'a fait Jeff Hawkins avec son pal pilote de bois? Il a utilisé lui-même. Ça, c'est très important. Vous avez un projet, il faut que vous êtes convaincu de son utilité. C'est très pompeux de dire « Ah oui, mon produit, il est pour les autres, pas pour moi ». En fait, valider lui-même. Il faut qu'il prenne des photos, tout simplement. Il faut qu'il vit, juste prendre des photos pendant les repas. S'il a honte dans un dîner amoureux avec sa femme, il y a un problème. S'il a honte dans un déjeuner business, parce que oui, on discute business, et je prends mon portable et je prends, tu vois, ça ne fait pas quand même. Donc il y a plein des problématiques. Il faut qu'il passe quelques mois, de 2-3 semaines,
à juste prendre des photos, du matin au soir, midi, etc. Pour voir aussi s'il prend juste des photos un peu de salade, pas de choucroute par exemple, ou de cassoulet. Donc il y a plein de choses qu'il faut qu'il valide. Donc, la deuxième étape, effectivement, en fait, c'est le turc mécanique. En fait, on va demander à ses clients, voilà, une partie, de tester tout simplement son produit. On dit voilà, prenez votre photo et envoyez-moi votre photo, la photo de vos repas, et moi je vous donnerai une note. Voilà, tout simplement. Donc il a fait ça parmi les 500 patients, il a demandé à 50. Donc il a 10%. 10 minutes. Donc 10% d'entre eux. Voilà ce que lui répond. Voilà, je vous remercie de m'avoir aidé à tester mon plat. Voilà, le petit déjeuner, vous avez un F. Pour les déjeuners, vous avez un B. Et le dîner, vous avez un A. Voilà, et un petit conseil à la fin. Voilà. Ce n'est pas de l'instantané, effectivement, mais ça répond un petit peu aux besoins. L'important, c'est que sur une journée, qu'est-ce qu'ils ont mangé? Est-ce qu'ils ont mangé du sain, etc. Est-ce que c'est... Donc sur les 30 sur 50, en fait, 30 sur 50 des clients ont accepté. Donc il a un niveau d'intérêt initial qui est de 60%, qui est déjà bien, c'est très bien. Alors, est-ce qu'il a la bonne idée ou pas? Tout à fait. Il faut qu'il mesure le récurrent. C'est ça ce qui lui intéresse. Donc effectivement, c'est ce qu'il a fait, en fait, la mesure. Donc sur la première semaine, donc les actifs sur les 30, il y a 28. Après, la deuxième semaine, 24. La troisième, 22. La quatrième, 22. Il y a un peu une stabilité dans les users actifs sur les 30. Oui, mais ce qui est très important, c'est qu'il reçoit du feedback. C'est très important. Si vous ne recevez pas de feedback quand vous mettez un pilote ou un bêta, ça veut dire que les gens, en fait, ou bien ne s'intéressent même pas à votre produit, ou bien, en fait, ils n'utilisent pas votre produit, tout simplement. En fait, il y a quelqu'un qui lui dit, vous pouvez m'envoyer mon moyen de pondérer. Si j'oublie de prendre une photo, pourrais-je envoyer juste une description? Oui, pourquoi pas. Il y a une autre qui lui dit, pouvez-vous me suggérer chaque jour un menu qui me garantit un A? Mais il n'y a pas que des choses un peu gaies. Donc il y a celui-là, il lui dit, j'ai pas de couverture réseau, et ça m'embête à chaque fois de sortir à l'extérieur, tandis que mon plat a refroidi pour vous envoyer une photo. Vous voyez, il a reçu un feedback, et il a même reçu des plans d'amélioration que lui, il n'a jamais pensé en faisant son produit, en imaginant son produit. Là, il a vraiment des feedbacks. Après, il faut faire des hypothèses et valider chaque nouvelle fonctionnalité qu'il veut implémenter. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Et les tester en réel, avec un usage réel, et non pas dans le royaume des opinions. Le problème, c'est que lui, ce qui l'intéresse, c'est créer une start-up, quitter son entreprise et se mettre à son côté. Donc il faut qu'il vive. Donc là, c'est la rentabilité. Comment il va gérer cette rentabilité? Donc il faut qu'il monétise son application. C'est un service qu'il produit. Aux États-Unis, les gens dépensent énormément d'argent sur les nutritionnistes. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va poser des hypothèses sur l'usage, sur combien de gens sont prêts à payer pour ce service. Est-ce que c'est 10, donc il a fait des hypothèses, 10 dollars par mois ou 30 par mois? Donc ce qu'il a fait, en fait, sur les 450 qui lui restent, il a demandé, donc il a splitté 100, donc à 50, il leur a demandé, est-ce que vous êtes prêts à payer 30 dollars? Est-ce que vous êtes prêts pour les 50 autres à 10 dollars par mois? Voilà le résultat, ce qu'il lui a donné. En fait, il s'est trouvé avec en fait 2 qui ont dit moi 30 dollars, moi ça me convient. Par contre, il y a 42 qui ont dit moi, si c'est à 10 dollars, moi je l'achète. Et ils l'ont acheté. Voilà. Et donc, ce qu'il a fait, en fait, il a augmenté la capacité, donc il faut qu'il passe à l'étape suivante. Il a recruté un étudiant qui lui paye 15 dollars par heure, et donc il fait un bénéfice
avec son prototype de 4 $ par patient. Montrez-moi une start-up qui démarre et qui a un bénéfice. Moi, je n'ai jamais connu. Jamais. Aujourd'hui, Twitter, il n'a pas de bénéfice. Facebook, il n'a toujours pas de bénéfice. Ah, alors, ici, en fait, il n'a pas dépensé. Il a toujours gardé son travail, mais il ne veut absolument pas. Donc, on lui conseille, la prochaine étape, c'est effectivement, il a la bonne idée, donc il fallait recruter un très bon développeur, dans ce cas, investir un peu d'argent et foncer sur son prototype. Pour fermer la parenthèse, c'est un vrai exemple. C'est quelqu'un qui a exactement fait cette démarche-là, vraiment à la lettre, et qui a développé une application qui fait ça. Voilà, donc le prototyping, c'est pas... En fait, vous pouvez le faire pour développer de nouveaux produits, mais il doit rajouter des fonctionnalités. Vous avez un produit qui existe déjà, et vous voulez apporter de nouvelles fonctionnalités, c'est exactement la même démarche. C'est exactement la même démarche. Une nouvelle fonctionnalité, c'est pareil. Les gens, ils vont dire, le marketing, le product owner, a dit, oui, mais moi, je suis sûr et certain, si on développe cette fonctionnalité, ça va cartonner. Non. Très bien. On va essayer de faire différentes. Quelquefois, vous avez bien vu aussi, ce n'est pas une technique qu'on applique. Et il y en a d'autres techniques. Hein. Vous pouvez trouver énormément de techniques de prototyping. Et en fait, c'est un combinatoire. C'est en fonction de l'hypothèse que vous voulez tester que vous faites une technique ou une autre. Et souvent, en fait, c'est de combinaisons de techniques qu'on implémente. Voilà. Alberto Savoia, il est intervenu chez McDonald's. McDonald's, il voulait lancer Mac Spaghetti. C'est des spaghettis. Mac Spaghetti. Pourquoi pas? Eh ben, en fait, il les a aidés comment en fait, faire un prototype de Mac Spaghetti. Si vous avez déjà entendu parler de prototyping et vous êtes recruté par McDonald's, de dire voilà, on va lancer Mac Spaghetti à Paris, vous faites quoi? C'est quoi le premier que vous allez faire? Premier prototype que vous allez faire? Hein? Le provincial. Avant le provincial. Ah, on est très serré en termes de budget. Hein. Provincial, il faut installation, des pâtes, il faut installer des trucs, etc. Voilà, fausse porte. Ça, il n'y a aucun problème, ça m'est arrivé plusieurs fois. Je pointe sur Quick, vous avez le truc de moi, ah, mais on n'a plus. Ben, c'est pareil. On met Mac Spaghetti avec le prix, etc. Ah, excuse-moi, on n'a plus. On n'a plus. Il n'y a rien. Et par contre, là, mais on traque tout. Hein. S'il y a une obsession de quelqu'un qui suit le prototyping, c'est obsession de data. Par contre, je traque tout. Donc je fais des pilotes. Donc il a fait un pilote de 3 magasins, 3 McDonald's, qui fréquentaient pas par les touristes. Vous allez voir pourquoi, pas par les touristes, par des habitués, dans des quartiers un peu plus paumés, pour voir, pour mesurer les récurrents. Si vous mettez ça à Champs-Élysées, ben vous n'avez pas des récurrents, parce que les gens passent, en fait, ce n'est pas des récurrents que vous mesurez. Mais dans des endroits où fréquentés par les habitués. Et effectivement, donc la première, c'était... il y avait énormément, c'est un enthousiasme énorme pour le Mac Spaghetti. C'est quoi la deuxième étape? Effectivement, c'est le provincial. Provincial, donc ça veut dire faire 3, pas plus, 3, bien extrêmement positionnés. Par contre, former les gens à collecter les datas. Il y a une question absolument que doit poser la caissière à chacun qui commande un Mac Spaghetti, c'est laquelle? Est-ce que c'est la première fois? Tout à fait. Ben, en fait, ils se sont rendus compte que les gens achètent juste une seule fois. C'est juste des curieux. Ils disent, tiens, c'est un Mac Spaghetti. J'ai testé le Mac Spaghetti. Voilà. Mais j'ai les trouvé nuls. Mais, bon, bref. Mais en fait, ils ont remarqué qu'en fait, ils ont arrêté le Mac Spaghetti. Voilà, en fait, c'est des pratiques qui pas, c'est des grosses. En fait, c'est pas que chacun dans son garage qui fait du prototyping. C'est l'institution. Vous avez aujourd'hui les Sanofi, vous avez les grandes entreprises General Electric, Nokia, Ikea aussi fait du prototyping. En fait, c'est pas réservé à une petite start-up dans son garage. Voilà. Vous pouvez lire le livre que j'ai traduit. Il est gratuit. C'est pas une fausse porte. Il est réel, ce livre.
Bah, c'est un PDF que vous pouvez lire gratuitement. Vous avez ça, celui-là, en instance de traduction. Voilà. J'ai terminé. Alors, les questions. On a combien pour les questions? Rien. Oui, une question ici. Vite, vite. Je crois que tu disais que Google teste en Nouvelle-Zélande. Oui. Pourquoi la Nouvelle-Zélande? Très bonne question. En fait, c'est un truc un peu bizarre. C'est parce que en fait, la taille de Nouvelle-Zélande, c'est quelque chose de représentatif à l'échelle mondiale. Et la deuxième raison, ben, la réponse, ça va être sous forme d'une question. Est-ce que quelqu'un connaît quelqu'un au Nouvelle-Zélande? Ils sont isolés. C'est vrai, ils sont isolés. Ouais, je ne dis pas isolés, mais très peu de gens, en fait, ils ont des liens. Et du coup, en fait, tu as des nouvelles fonctionnalités un peu subtiles qui glissent Google un peu comme ça. Au Nouvelle-Zélande, ils voient, en fait, regardent. Et en plus, ils parlent anglais, ces gens-là. Donc ça, c'est les trois... Et maintenant, il est suivi par tous les mastodontes du web. Amazon... Facebook, le timeline qu'ils ont implémenté, il a été implémenté pour la première fois en Nouvelle-Zélande. Maintenant, tout commence un peu à avoir, et en plus, il y a un décalage d'horaire, donc c'est extrêmement optimisé. Question? Voilà, donc vous avez plus le droit de dépenser énormément d'argent sur des mauvais produits. Merci.